Merci Mehdi, merci à tous. Bon, on va commencer donc cette matinée avec l'insuffisance tricuspide. Donc l'évaluation non invasive, maintenant vous savez le mot-clé c'est l'imagerie multimodale. Maintenant en pratique pour l'insuffisance tricuspide, l'examen clé ça reste l'échographie pour quasiment tous les patients et toutes les situations. De façon caricaturale, jusqu'à présent on parlait beaucoup d'IT organique ou primaire et d'IT secondaire ou fonctionnel. Récemment a été proposée une nouvelle classification où en plus de l'IT atrial qui est divisé maintenant, enfin de l'IT fonctionnel qui est divisé en IT atrial et IT ventriculaire dont on va reparler après, et l'IT organique ou primaire, ils ont rajouté l'IT qui est associé au sonde de pacemaker, sachant que ce n'est pas toujours facile de savoir si le patient il a une fuite tricuspide et il a une sonde de pacemaker, ou s'il a une insuffisance tricuspide qui est induite par la sonde de pacemaker. Alors les classifications d'insuffisance tricuspide, aujourd'hui les recommandations sont en 3 grades, mild, moderate et severe, et ils ont rajouté des grades massifs et torrentiels pour les fuites plus sévères que sévères, un peu de façon intéressée pour dire quand on passe de torrentiel à sévère avec un clip, on est content. Mais on va dire qu'en gros, pour le moment, il y a 3 grades. Ce qui, à titre personnel, je voulais dire, ne me satisfait pas. Et si vous comparez avec la mitrale, il y a 4 grades avec le mild et le sévère. Mais entre les deux, le moderate est divisé en 2, entre mild to moderate et moderate to severe. Et ce que je vous avais dit hier, c'est que je pense qu'il y a un sens, enfin, c'est pas jeu, c'est on a montré que les patients qui avaient une insuffisance tricuspide mild ou moderate n'avait pas le même pronostic, c'est un pronostic bien meilleur que ceux qui ont moderate ou sévère, et donc probablement qu'il faudrait distinguer ces deux groupes. Et donc ça, c'est ce que je vous avais montré hier. Alors ensuite, l'évaluation du degré de sévérité de la fuite, sincèrement, c'est pas facile. Et idéalement, il faut faire, et c'est ça le mot-clé, une analyse multiparamétrique. Et là, je vous ai repris un peu tous les éléments que je ne vais pas détailler. Je pense que Catherine en parlera tout à l'heure, avec les différents cut-offs. Maintenant, je vais un petit peu vous déprimer sur le fait qu'on a beau avoir plein de paramètres, notre évaluation, elle est souvent fausse. Et une des raisons, c'est si vous regardez ici l'anatomie, je vous ai mis 3 anatomies différentes de valves tricuspides. Vous voyez, avec 2 feuillets, 3 feuillets, 4 feuillets, mais ça, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et quand on regarde la couleur en bas, on s'aperçoit que, vous doutez bien que quand vous faites une pizza, votre pizza, elle est fausse, puisque l'anatomie de chaque valve est différente. Et là, c'est la même représentation avec différentes anatomies en 3D. Et vous comprenez bien que ce qu'on fait, nos mesures sont fausses. Et c'est là l'avenir, parce que hier, on parlait de l'avenir. Ça va être le développement de logiciels tridimensionnels qui vont pouvoir permettre de reconstruire de façon individuelle cette anatomie et d'avoir le degré de sévérité de la fuite. Aujourd'hui, on peut tendre, essayer d'en approcher avec, par exemple, les surfaces en 3D en ETO, mais ça reste de l'ETO, pas de l'ETT, donc plus difficile à réaliser au quotidien chez l'ensemble des patients. Alors par contre, un élément qui est très très important et très simple à évaluer, c'est la volémie. Il faut évaluer, et ça c'est vraiment très important, l'insuffisance tricuspide, qui est très volodépendante, à un stade de volémie. Et donc, vous savez bien, quand il y a un patient qui arrive pour décompensation cardiaque avec une fuite torrentielle, des fois, vous l'essorez, la fuite diminue après les diurétiques. Donc, il faut vraiment évaluer les patients au moment où ils sont en euvolémie. Le mécanisme d'insuffisance tricuspide fonctionnelle, les causes sont multiples, atteinte du cœur gauche, ventriculaire, atriale, atteinte pulmonaire. Mais à la fin, finalement, il y a 2 éléments qu'il faut toujours évaluer. C'est le degré de dilatation de l'anneau et le degré de tenting. Et je vous ai dit aujourd'hui, ce qui est suggéré, c'est de distinguer l'IT atriale et l'IT ventriculaire. De façon un peu caricaturale, l'IT atriale, c'est la petite mamie en FA chronique, la grosse dilatation de l'oreillette droite, mais aussi souvent de l'oreillette gauche, des degrés variables. L'anneau qui va se dilater avec des feuillets qui restent au niveau de l'anneau et un ventricule droit qui va se dilater un petit peu, mais qui reste triangulaire. L'IT ventriculaire, c'est vous avez tout qui se dilate, mais surtout, vous avez un remodelage du ventricule droit qui devient plus ovoïde, moins triangulaire, avec un tenting important des feuillets. Et à droite, je vous ai mis les différents éléments. Alors, l'évaluation du diamètre de l'anneau, jusqu'à présent, ce qu'on fait au quotidien, c'est l'évaluation en ETT dans l'incidence apicale 4 cavités. Ça, c'était mon travail de thèse au début, où on comparait les diamètres de l'anneau en ETT et en ETO 3D, et on voyait que finalement, les mesures en ETT, elles sous-estimaient systématiquement la mesure réalisée en ETO 3D. Et là, vous vous rendez compte maintenant, grâce au progrès technologique, aujourd'hui, vous faites l'acquisition de votre volume dynamique et en un clic, vous avez toutes ces mesures, les diamètres, les surfaces, volumes. Donc, les choses sont en train d'évoluer vite et finalement, pour nous, c'est quand même un gain de temps, donc c'est extrêmement pratique. Alors, je passe un petit peu sur l'ETO. L'ETO,
aujourd'hui, c'est l'examen essentiel pour nous, pour l'évaluation, pour le screening, la sélection des patients en vue d'envisager un traitement percutané. Le plan de coupe le plus important, il y en a deux. Le premier, c'est la coupe œsophagienne distale avec un plan de coupe orthogonal, biplan, X-plan, qui va vous permettre de balayer, de voir les différents feuillets. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez attraper les feuillets lors de vos procédures de clip, on en reparlera tout à l'heure, vous avez besoin de voir à la fois le feuillet antérieur, le feuillet septal en bas à gauche, ou tout à droite, le feuillet postérieur, le feuillet septal. Donc ce sont ces incidences dont on a besoin. Et la deuxième incidence très importante, c'est l'incidence transgastrique, qui est le seul moyen de visualiser en 2D l'ensemble des feuillets, 3 feuillets le plus souvent, ou d'autres feuillets. Alors récemment a été proposée une nouvelle nomenclature qui nous a fait un peu peur, qui est de se dire que finalement, quand on parle de valve tricuspide, on dit valve à 3 feuillets, mais c'est pas si vrai que ça. Et donc il y a plein de possibilités d'anatomie, ce que je vous montrais tout à l'heure, avec des anatomies à 2 festons, à 3 festons, à 4 festons, des fois à 5 festons, et ce qui s'appelle le feuillet postérieur 1, postérieur 2 de ça, c'est pas toujours évident. Et en gros, si on va faire un peu schématique, aujourd'hui, les deux anatomies les plus fréquentes, c'est l'anatomie qu'on dit type 1, en fait, c'est la 3 feuillets que vous connaissez, qui est à peu près 40% des patients, et la type 3B, où vous avez 2 festons postérieurs, qui est la plus fréquente, qui représente à peu près 50% des patients, donc qui est même plus fréquente, donc on a plus souvent 4 festons que 3 festons. Alors, de façon schématique, vous avez une dilatation de l'anneau qui est antéro-postérieure. Quand vous faites vos procédures de clip, vous allez mettre un clip antéroseptal ou un clip postéroseptal, c'est-à-dire qu'on va servir du feuillet septal comme d'une encre. Donc vous avez les stratégies habituelles, c'est soit de mettre des feuillets que en antéroseptal, je pense que ça n'a pas de sens, c'était la discussion hier, ou soit de façon plus logique de mettre un clip ou 2 antéroseptaux et un clip postéroseptal. Et donc là ici je vous illustre un cas en mode accéléré. Donc c'est avec mon collègue le docteur Mohamed Nedjari au CCN. Donc vous arrivez avec le cathéter par voie transfémorale dans l'oreillette droite, vous dirigez vers la valve tricuspide, vous avez à droite l'imagerie de fusion avec l'oreillette droite, l'anneau tricuspide et le ventricule droit. Là, donc, vous allez diriger votre matériel pour être orthogonal, vérifier que les bras du clip et les grippers fonctionnent bien. Une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne bien, vous allez aller donc là en coupe transgastrique pour vérifier l'orientation du clip. L'objectif étant d'attraper le feuillet septal à droite et le feuillet antérieur à gauche. Donc vous allez rapprocher les feuillets. Quand vous rapprochez les feuillets, vous réduisez la fuite à l'endroit où vous avez rapproché les feuillets, mais vous n'êtes pas efficace sur toute la partie postérieure. Et donc ce qui est logique, hein, vous êtes efficace sur une zone, vous en êtes satisfait, vous vérifiez avec l'échographie à la fois que les feuillets sont bien attachés et que la fuite a diminué. Vous libérez le clip, donc la partie antérieure c'est plutôt la partie haute, partie postérieure plutôt basse. Vous vérifiez que les feuillets sont bien attrapés dans le clip, qu'il n'y a plus de fuite résiduelle au niveau du clip et que la fuite elle est à côté au niveau postérieur. Et ensuite vous allez ramener un deuxième clip qui va attraper le feuillet postérieur et le feuillet septal. Vous vérifiez le bon fonctionnement, vous vérifiez que vous êtes bien orthogonal. Et après vous allez vous diriger donc de l'oreillette droite dans le ventricule droit. Donc là c'est la vérification des crispers. Ensuite, vous allez descendre dans le ventricule droit. Là encore, vous allez utiliser la coupe transgastrique pour vérifier l'orientation des feuillets. Et ensuite, vous allez fermer les feuillets, fermer le clip, les bras du clip, pour attraper bien les feuillets. Et à la fin, théoriquement, les deux clips sont bien attachés et vous avez réduit, pour ne pas dire abolir, la fuite. Et donc ça, c'est le résultat final dont on est satisfait. Et surtout, vous avez un effet comme un effet sur l'anneau, et donc de réduction de l'anneau et d'efficacité qui devrait être plus pérenne. Et ça, après, pour le suivi des patients, c'est important de comprendre. Et donc, je vous mets des images de suivi post-clip, parce que ça va être des patients que vous allez être amenés à suivre. Donc, vérifier la taille de l'anneau, vérifier que les feuillets sont bien attachés dans le clip. Alors, j'en ai déjà parlé hier, comme pour la chirurgie, il y a les systèmes de réparation, il y a les systèmes de remplacement. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs prothèses disponibles. Et le guidage, il est, comme la plupart des procédures, guidage à la fois par la fluoroscopie à gauche et par l'échographie transœsophagienne à droite, avec, je vous l'ai dit, les coupes biplan, les coupes transgastriques et le 3D, les reconstructions multiplanaires. Et à la fin, vous évaluez vos résultats avec l'angiographie, le TT et le TO. Et un deuxième système qu'on aime beaucoup, je voulais introduire, c'est le système LUX.
où la particularité, c'est que vous allez mettre un ancrage. Donc là, vous avez un exemple, patient qui a une sonde de pacemaker, vous voyez, qui adhère au feuillet antérieur. Donc c'est un patient où vous ne pourrez pas mettre de clip. Patient à très haut risque, vous ne pouviez pas l'opérer. Et donc vous allez amener... Alors, là, je vous ai dit, la plupart des systèmes, c'est par voie fémorale. Ce système-là, il est par voie transjugulaire, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. C'est des procédures qui durent 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez amener votre matériel dans le ventricule droit. Une fois que vous êtes dans l'ventricule, vous voyez, on aime beaucoup l'imagerie de fusion qui vous permet de bien comprendre les rapports anatomiques, notamment la localisation de l'anneau. Ensuite, vous allez ouvrir ce qu'on appelle des oreilles de lapin. Vérifier qu'elles sont bien en dessous des feuillets. Et une fois qu'elles sont bien en dessous des feuillets, vous allez pouvoir déployer la prothèse. C'est extrêmement rapide. Vérifier que la prothèse est bien implantée, qu'il n'y a pas de fuite résiduelle périprothétique. Ensuite, vous allez mettre une encre au niveau du septum interventriculaire. Et à la fin, vous allez larguer la prothèse, vérifier qu'elle fonctionne bien et qu'il n'y a plus de fuite intra- ou périprothétique. Et après, il faut bien vérifier en écho transthoracique le bon fonctionnement. Donc pour conclure, aujourd'hui, l'imagerie elle est indispensable. ETT pour tous les patients, le TO en plus pour le diagnostic, la sélection, le choix de la stratégie thérapeutique, le guidage périprocédural et le suivi. Donc finalement, c'est de A à Z. Et donc le rôle des cliniciens, des échographistes, ça va être de suivre et de s'occuper des patients vraiment du diagnostic au suivi post-traitement, que ce soit chirurgical ou percutané. Je vous remercie.